Merci pour ces explications, Noémie Schulz. Qu'on nous comprenne bien, on ne demande pas une justice d'exception pour Pierre Palmade. On dit juste, voilà, le signal envoyé ce soir, François Pupponi, pour moi, est dévastateur. Oui, mais malheureusement, c'est l'application presque stricte de la loi. D'où la revendication d'un certain nombre de parents de victimes de dire il faut faire évoluer vers le fameux homicide routier. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prend le volant en étant sous l'emprise de l'alcool, il prend un risque et il devient quelque part un criminel potentiel. Et donc, s'il y a un accident, il faut qu'il soit jugé en tant que tel. Parce qu'on n'a pas à prendre le volant dans ces conditions-là. Tant que la loi n'évoluera pas, en tout cas, c'est le message que fait passer la justice, c'est que dans les textes actuels, malheureusement, il est quand même passible de 14 ans de prison, ce qui n'est pas rien. Bien entendu, 200 000 euros d'amende. Mais voilà, mais il ne peut pas être condamné pour avoir pris volontairement le volant sous l'emprise de l'alcool et d'avoir blessé une femme qui a perdu son enfant. Voilà, tout le monde sait qu'il faut faire évoluer les textes. Rudy Mana, vous le disiez terrible, tout à l'heure, c'est encore une histoire de message. Et en fait, nous, toute la journée, on contrôle des individus qui ont bu 2-3 verres à l'apéro ou qui ont fumé un joint. Et en fait, quand on entend des messages comme ça, ils disent « mais en fait, nous, on ne comprend pas pourquoi nous, on serait condamnés ». Lui, il a blessé gravement 3 personnes. Il y avait un bébé dans le ventre de sa maman. Il est mort et en fait, il n'est pas condamné pour ça parce qu'on n'est pas dans l'humain, on est dans la réglementation, dans la législation. Et ça, ce sont des messages catastrophiques. Comment vous voulez que nous, quand on contrôle des gamins qui ont picolé ou qui ont fumé des joints, on leur fasse passer ce message-là? En fait, on perd aussi, nous, notre crédibilité dans des moments comme ça. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on est policier ou gendarme, quand on a des décisions comme ça, de faire passer après des vrais et bons messages. Parce que, en fait, encore une fois, et c'est tout le temps le cas en France, j'ai l'impression, les victimes, une fois de plus, elles sont mises au fond du couloir. On ne les calcule pas presque. C'est horrible. Et quand est-ce qu'on va prioriser les victimes dans ce pays ? Quand va-t-on prioriser les victimes? C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est elles qui vont souffrir toute leur vie parce qu'elles ont pris quand même perpétuité. Bien sûr. Joseph Massescaron, le deuxième terroir de cette affaire, il y a l'aspect sécurité routière, on va y revenir. Puis il y a le côté, mais il est riche, il est célèbre, il a de l'argent. Et de toute façon, il va s'en sortir. Et ça, c'est une petite musique qu'on entend beaucoup en France. Oui, c'est une petite musique, on ne peut rien contre cette musique. Je la comprends, surtout quand on voit, évidemment, bien sûr, je trouve qu'il y a vraiment dans ce jugement, c'est pas un jugement, c'est juste une décision de le renvoyer pour homicide. Non pas pour homicide, mais pour blessure involontaire. Il y a plusieurs éléments. Il y a celui d'abord ça a été très bien décrit, celui de l'irresponsabilité, avec la question des blessures involontaires. Et puis, il y a aussi celui quand même du statut, bien sûr, du statut de l'enfant, que l'enfant était viable. Oui, certes, il est décédé dans le ventre de la maman. Dans le ventre de sa mère, in utero. Vous savez, je pense que ce n'est pas un hasard si, en français, on a l'expression « nouveau-né ». Qu'est-ce que veut dire l'expression « nouveau-né » ? Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle personne qui arrive au monde. C'est pas ça du tout. Nouveau-né, c'est-à-dire qu'on considère en fait que la personne est déjà constituée dans le ventre de la mère et qu'en fait, ensuite, après, il naît à la vie. Voilà, c'est ça l'expression nouveau-né. Voilà, j'aimerais juste qu'on réfléchisse 2 secondes sur ce point. Parce que quand on a ça en tête, diable, on considère vraiment que ce qui se passe là est quelque chose d'assez effrayant. Je ne peux pas, je suis désolé, vous allez me dire que c'est un tête-à-queue intellectuel, je sais très bien, mais je ne peux pas ne pas penser à cet élément-là avec d'autres débats. C'est-à-dire que je me dis qu'aujourd'hui, quand même, le respect de la vie, en règle générale, c'est pas quand même quelque chose qui a la cote. Et aujourd'hui, on évoque le débat sur la fin de vie. Bien sûr, c'est à ça que je te... Rachel, rapidement, et vous aurez toute la parole. Rachel, rapidement, en fait, c'est juste... Comment on fait en tant que maman pour se réparer de ça? De se réparer de ce drame et de se réparer de cette décision de justice, alors même qu'on ne consacre pas le fait que c'était un bébé à venir. Comment on fait? Parce que là, cette décision, alors effectivement, elle pose une vraie question notre société, finalement, là, elle envoie un très mauvais signal, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention. Mais pour regarder les victimes en face et regarder cette mère à venir en face, elle n'est pas à la hauteur. Bien sûr. Louis Dragnel. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais en fait, on tourne autour d'un sujet qui est le plus gros tabou français, qui est aussi le statut de l'embryon. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tout le monde considère qu'il y a un statut de l'embryon.
Et dans le cas de l'IVG, les gens se retrouvent de l'autre côté et l'opinion publique dit non, dans ce cas-là, il n'y a pas de statut de l'embryon. Donc soit il y en a un, soit il n'y en a pas. Et moi, je trouve, vous connaissez mes positions sur le sujet, que évidemment, l'embryon devrait avoir un statut et que si on est tous en train de déplorer le fait que Pierre Palmade n'est que mis en cause pour blessure involontaire et pas pour plus. Je déplore le signal que ça envoie, Louis. On ne demande pas une justice d'exception. Mais cher Laurent, c'est bien parce que là, tous autour de ce plateau, on est conscient qu'il y avait un enfant à naître et qu'il y avait peut-être, il y avait une personne en fait. Il y a une conduite à risque. Il y a et que cet embryon était un petit enfant. Et donc dans ce cas-là, tout le monde se dit c'était un enfant. Mais en fait, si on renverse l'obstacle, à ce moment-là, tout change pour l'IVG en France. François Pupponi, ensuite, Éric Revel. Il y a le problème du délai, bien sûr. Et aussi du choix de la femme. Et du choix de la femme. Mais effectivement, quand vous apprenez au dernier moment qu'il y a un handicap, il y a bien sûr. Mais on voit bien que juridiquement, donc ça reste un juridiquement, la décision peut choquer, mais elle est imparable par rapport au texte actuel. Le texte prévoit qu'il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Et donc le juge d'instruction ne peut pas faire autrement. On ne peut pas ne pas relever que, pardonnez-moi, mais les juges dans ce pays, lorsqu'il s'agit de faire avancer, disent-ils, la loi, ils savent très bien faire avancer la loi. Voilà. Sauf que lorsqu'il s'agit d'autres sujets, bizarrement... Éric Revel. En fait, Louis Dragnel m'a retiré l'argument de la bouche, parce que cette dame... 6 mois et demi. Elle était enceinte de 6 mois et demi. Donc ça fait 25 semaines, 27 semaines. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'argument est imparable. Pardonnez-moi, mais vous pouvez avorter maintenant jusqu'à... très tard, si vous découvrez que votre enfant est porteur de handicap et qu'on ne vous l'a pas dit avant. D'accord. Donc, la loi considère que c'est un fœtus et donc pas un enfant. Mais là, cette dame... elle avait largement, vous allez voir la comparaison que je fais, dépassé le... Non mais vous voyez, c'est... Mais non, mais c'est important parce qu'en réalité, alors si elle avait dépassé le délai d'une éventuelle IVG, ça veut dire que c'est plus un fœtus, c'est un enfant. Et donc, le débat sordide de la question que tout le monde on s'est posée, est-ce qu'il est mort à la naissance? C'est qu'un enfant qui n'est pas né n'existe pas en tant que personne. C'est-à-dire que la loi considère que jusqu'à tant de semaines on peut avorter, mais qu'ensuite, même si on avait dépassé l'éventuel délai d'IVG, en fait, c'est quand même un fœtus. Non, c'est un enfant. Revenons juste au sujet de la sécurité routière. On va écouter Pierre Lagache, qui est le vice-président de la Ligue contre les violences routières, à propos de cette affaire Palmade. À la Ligue contre la violence routière, pour accompagner régulièrement des victimes, on sait que la notion de vocabulaire est importante parce qu'elle fait partie du processus de reconnaissance finalement de ces victimes. Le caractère involontaire est mal compris parce que quand on a des circonstances aggravantes, de la consommation de drogue en l'occurrence, pour ce qui concerne cet accident, mais aussi d'alcool, il est difficilement acceptable pour les victimes de considérer qu'on est dans un acte complètement involontaire. Voilà pour évidemment ce que dit ce monsieur. Il a raison, Ronnie Manon. Et puis dans la tête des gens, ah oui, mais de toute façon, il y a une justice pas pareille pour les gens connus, pour les gens qui ont de l'argent, qui ont les bons avocats, qui connaissent les bons avocats, vous savez. Mais bien sûr, les bons avocats. C'est très difficile, on le voit régulièrement, notamment avec les gros trafiquants de stupes qui prennent des avocats, des cadres du barreau, et c'est très compliqué. Mais effectivement, quand on a consommé des stupéfiants comme Pierre Palmade... 8 fois, il s'était piqué 8 fois avant de prendre 8 fois, c'est-à-dire il y a le mec, il s'est pendant 24 heures ou 36 heures, il s'en est mis plein le nez et il s'est mis plein de piqûres. Et le mec, il prend la voiture. Et à la fin de l'histoire, on me dit involontaire. Mais non, si je prends la voiture alors que je suis complètement camé, je le fais de manière volontaire. Oui, mais ça n'existe pas. Mais je sais. Mais c'est ça qu'il faut faire modifier. Rappelez-vous celui qui a tué Madame Halimi. Il est plein de produits stupéfiants. Absolument. Et pour cette raison, là, non, mais là, c'est pas la même raison. C'est pas la même raison. C'est pas la même chose, là. Oui, mais c'est pas qu'il y a une abolition du discernement. Il avait pris beaucoup de drogue. Et comme il n'avait plus de drogue, il n'avait pas de discernement. Là, il n'y a pas abolition du discernement. Normalement, c'est un facteur aggravant. Mais l'idée, ça va être un facteur aggravant. Bien sûr. Là, on considère que ce n'est pas un facteur aggravant. Non, mais moi, je reviens au message que vient de dire Ronnie Manon. C'est que voilà, on envoie, allez-y, prenez votre voiture dans n'importe quel état, blessure involontaire. C'est terrible. Et ça ne sert à rien de faire des campagnes de faire des campagnes de prévention à l'attention des jeunes, etc. Ça ne sert à rien. Aller dans les collèges, là, faire de la prévention pour les stupéfiants. Exactement. Les minots, ils vont vous dire, mais vous racontez quoi, là, l'humoriste ou le Palmade, il a fait n'importe quoi, il est chargé. Et c'est ça qu'ils vont nous dire. Et c'est le message qui est catastrophique. Et attendons le jugement. Attendons le jugement. Le procès n'a pas commencé. Petite pause, on se retrouve dans un instant, on va continuer à parler. Vous avez évoqué le trafic de stupes et la corruption. On va en parler à la lumière du procès de l'ex-maire socialiste de Canteleu, qui est soupçonné d'avoir aidé des gens du narcotrafic. Et on va se poser la question de la corruption chez les élites. À tout